J'ai le plaisir de donner la parole à notre première intervenante, donc Agnès Robin, qui est maître de conférence HDR en droit privé à l'Université de Montpellier, qui est spécialiste de droit de la propriété intellectuelle et du numérique. Merci beaucoup, Agnès. Bonjour à toutes et tous. J'interviens ici de la place qui est la mienne, donc en tant que maître de conférence à l'Université de Montpellier, spécialiste de toutes les questions de droit de propriété intellectuelle et du numérique, mais en particulier aussi, je le redirai tout à l'heure, spécialiste du droit de l'innovation et de la recherche et du droit des données de la recherche en particulier. J'ai en effet eu, à travers les échanges avec Hélène Lemeur, en particulier pour préparer cette intervention, l'occasion de dire, mais oui, mais il y a des questions qui sont liées à effectivement l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la recherche scientifique, le rapport évidemment que ça entretient avec l'intégrité scientifique, puisque nous sommes ici dans une manifestation organisée par l'Office, la relation qu'il y a également entre ça et la science ouverte, et puis évidemment la relation, le rapport qu'il y a avec les droits de propriété intellectuelle, le droit à la protection des données personnelles, bref, avec l'ensemble des règles finalement qui s'appliquent dans la question ou dans la production de la recherche scientifique en général. Donc autant dire tout en réalité. Et l'intelligence artificielle rebat et repose à peu près les mêmes questions et je vais m'en expliquer rapidement. Je vous propose d'aborder les choses sous les trois angles qui sont ceux-là, c'est-à-dire d'abord, de manière générale, la question du règlement sur l'intelligence artificielle et les activités de recherche, et puis ensuite la question de la gouvernance des données de recherche, des données de la recherche, et puis enfin le droit des données de la recherche. Pourquoi est-ce que je vous propose ce plan? Eh bien tout simplement, ou ces trois axes, tout simplement parce qu'en réalité, eh bien, comme on va le voir, le règlement sur l'intelligence artificielle ne rebat pas les cartes sur la question de l'application du droit en matière de recherche scientifique et il ne rebat pas les cartes en matière de gouvernance des données de la recherche scientifique. Et évidemment, ce que je dis pour les données de la recherche, qui est plutôt mon domaine de prédilection, vaut aussi pour les publications scientifiques, bien sûr. Donc, ce que je dis pour les données vaut, et je parlerai d'ailleurs à un moment donné aussi un petit peu des publications scientifiques. Alors en réalité, ça ne rebat pas les cartes. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que je vous propose de voir dans ce premier point. D'abord, le RIA, donc, son article 3, définit les systèmes d'intelligence artificielle. Alors, je ne vous ferai pas l'injure de faire l'exégèse de cette définition, parce que d'abord, vous êtes beaucoup plus qualifié que moi pour le faire, et d'ailleurs, c'est quelque chose qui mériterait d'être fait de manière approfondie, vraiment de confronter cette définition d'abord aux lignes directrices qui ont été produites par la Commission européenne, mais aussi, évidemment, d'être confronté aux différentes définitions qu'en retiennent les chercheurs spécialisés dans ce domaine. Néanmoins, il était important de repréciser ici, ou en tout cas de retranscrire l'article 3 qui en donne une définition. Pourquoi? Parce que, même si je ne vais pas en faire un commentaire, il est important de voir à quel point le règlement, finalement, intervient dans la question de la régulation ou de la réglementation de l'intelligence artificielle en général. Il y intervient au point de définir et d'adopter une définition qui sera nécessairement imparfaite des systèmes d'intelligence artificielle. Et ce qu'il faut avoir présent à l'esprit, sans aller plus loin sur la question, encore une fois, c'est que cette définition est nécessairement fonctionnelle, c'est-à-dire qu'elle remplit un objectif qui est l'objectif de réglementation des systèmes d'intelligence artificielle, certains systèmes d'intelligence artificielle, on va voir en particulier, sans entrer non plus trop dans le détail du règlement. Mais on va voir en tout cas que ce qui importe de savoir, c'est que pour le juriste, en tout cas, donc c'est le point de vue du juriste ici, c'est de savoir, c'est de distinguer. L'art du juriste, on le dit jamais assez, c'est l'art de distinguer. Et l'art du juriste, alors, permet, et quand il est exercé, eh bien, oblige, j'allais dire, même invite à distinguer les systèmes d'intelligence artificielle selon qu'ils sont utilisés comme des outils de la recherche ou selon qu'ils sont des produits de la recherche. Et effectivement, ça a une incidence du point de vue juridique. Lorsqu'ils sont des outils de la recherche, et ça, c'est ce dont on a parlé majoritairement aujourd'hui. Beaucoup de choses ont été dites sur la manière dont les systèmes d'intelligence artificielle générative en particulier ont ou peuvent être
utilisés en matière de recherche scientifique, ceci créant un certain nombre de mésusages, on l'a vu tout à l'heure. Bref, beaucoup de choses ont été dites sur cette question-là. Eh bien, c'est une question qui n'est pas abordée directement par le règlement sur l'intelligence artificielle. Le règlement sur l'intelligence artificielle contient juste à cet égard une phrase qui est ici une phrase qui figure dans le considérant 25, qui est beaucoup plus long en réalité, et qui dit que toute activité de recherche et de développement devrait être menée conformément à des normes éthiques et professionnelles reconnues en matière de recherche scientifique et dans le respect du droit de l'Union applicable. C'est tout. C'est hyper décevant, hein. Donc, je ne vous ai pas prévenu tout à l'heure, mais j'aurais dû. Mon intervention va créer beaucoup de frustration, je pense. J'en suis navrée par avance, mais ça ne dit pas davantage sur l'utilisation des outils d'intelligence artificielle pour produire de la recherche. Ça n'en dit pas davantage, mais ce qui est intéressant quand même, c'est que ça renvoie, et ça c'est plutôt bon signe, ça renvoie aux usages, enfin aux normes plus exactement, éthiques et professionnelles et aussi au respect du droit de l'Union européenne. Et donc ça, j'en reparlerai aussi un petit peu tout à l'heure. Il vaut mieux se référer en réalité, aux textes déontologiques que l'on connaît, qui sont notamment le Code de conduite européen dans sa version de 2023, qui prévoit un certain nombre de choses, notamment tout d'abord sur les procédures de recherche, et qui a intégré dans cette version les problématiques liées à l'utilisation de l'intelligence artificielle comme outil de recherche scientifique. Et on voit, hein, il est dit que les chercheurs font connaître leurs résultats et leurs méthodes, y compris l'utilisation de services externes, d'outils d'intelligence artificielle ou automatisés sous une forme qui respecte les normes faisant consensus de la discipline. Donc on revient aux usages et aux normes disciplinaires de chaque communauté disciplinaire et qui facilite le cas échéant la vérification et la reproductibilité. Donc en fait, en réalité, ici, on voit bien que le principe qui est énoncé sans être explicite, c'est le principe de la transparence. Principe de transparence, et on va voir qu'il revient à plusieurs égards et sur plusieurs sujets dans le code de conduite en particulier. Et justement, à propos, il revient aussi à propos de l'examen par les pairs. On en parlait à l'instant, avant la pause. L'examen par les pairs, le reviewing et l'évaluation des chercheurs en général. Les chercheurs, les institutions scientifiques et les établissements assurant une mission de recherche examinent et évaluent les demandes de publication, financement, nomination, promotion, récompense d'une manière transparente, à nouveau, et justifiable, et indiquent l'utilisation qu'ils ont faite d'outils d'IA et d'outils automatisés. Donc, principe de transparence pour toutes les tâches qui sont concernées ou qui traversent, on va dire, le processus de recherche scientifique et l'activité de recherche scientifique. Et puis, il est dit également, article 3.1, que le fait de ne pas rendre transparente cette utilisation des systèmes d'intelligence artificielle pour produire de la recherche, eh bien, c'est un manquement à l'intégrité scientifique. C'est clairement dit dans le Code de conduite européen. C'est ce qu'on appelle une pratique questionnable de recherche et je pense même une pratique inacceptable de recherche. Donc les choses sont assez claires en fait dans les textes déontologiques, dans les textes donc et l'avantage des textes déontologiques, alors là c'est le code de conduite européen, mais l'avantage souvent dans les textes déontologiques, c'est qu'ils s'appliquent bien plus largement que sur le territoire de l'Union européenne. Il y a des codes de conduite ou des chartes qui sont des déclarations même internationales qui intègrent ce genre. On peut penser à l'UNESCO en particulier, bien sûr, notamment sur la science ouverte, mais par ailleurs, il y a des textes beaucoup plus vastes en réalité qui encadrent sur le plan international les questions d'intégrité scientifique et donc forcément à un moment donné d'utilisation des systèmes d'intelligence artificielle. Le code de conduite européen, c'est en tout cas, selon moi, le meilleur texte qui s'applique sur le territoire européen et qui donc complète très, très utilement le règlement sur l'intelligence artificielle qui, implicitement, en fait, ou explicitement, en tout cas, il renvoie. Il ne renvoie pas explicitement au code de conduite, mais il renvoie, comme je vous le disais tout à l'heure, aux normes professionnelles et éthiques. Lorsque les systèmes d'intelligence artificielle sont utilisés, enfin sont produits, ou sont les résultats de la recherche,
eh bien, le RIA n'est pas davantage utile parce que le RIA les exclut, tout simplement. C'est-à-dire que, d'abord, on voit que le considérant 142 montre que dans la mesure où la recherche aboutit à la production de SIA, cela peut conduire à des résultats bénéfiques sur le plan social et environnemental. Alors, les États sont encouragés à soutenir et à promouvoir la recherche et le développement de solutions d'IA propices à de tels résultats. Et donc, c'est la raison pour laquelle ça vient justifier en fait ce considérant qui est un motif du règlement, c'est-à-dire un argument qui vient commenter et expliciter le règlement lui-même, eh bien, explique pourquoi en réalité le RIA n'a pas vocation à s'appliquer aux recherches scientifiques. Et même, ça va un petit peu plus loin parce que ce qui est exclu du champ d'application du RIA, en fait, ce sont les recherches et développements, ce qui n'est pas toujours tout à fait la même chose que la recherche scientifique, vous le savez, je pense un petit peu, et ça méritera d'ailleurs à l'avenir d'être un petit peu précisé. Voilà. Mais en tout cas, on estime que la recherche scientifique dans le domaine des systèmes d'intelligence artificielle, dans le domaine de l'intelligence artificielle, doivent être absolument encouragées et qu'il n'y a aucune raison alors de limiter. Donc, ça veut dire qu'en fait, la recherche bénéficie d'une certaine immunité et qui est clairement exprimée à l'article 2.6, c'est-à-dire qu'au-delà du considérant, il y a des dispositions. Le présent règlement ne s'applique pas aux systèmes d'IA et aux modèles d'IA spécifiquement développés et mis en service uniquement à des fins de recherche et développement scientifique, ni à leur sortie. Donc, il y a une certaine immunité scientifique qui est accordée à l'activité scientifique. Mais évidemment, tout est dans l'adverbe. Et comme souvent en droit, tout est dans les adverbes. C'est très fréquent que nous ayons, dans les décisions de justice, dans nos articles, nous, en tant qu'universitaires, à commenter l'interprétation, ou à faire l'interprétation, en tout cas, d'un adverbe qui se situe au milieu d'une phrase, d'une loi ou d'un règlement, peu importe. Mais en tout cas, de comprendre en fait ce que ça veut dire que uniquement et spécifiquement. Là, il y a uniquement, spécifiquement, il va falloir qu'on comprenne. Et c'est pour ça que je précisais que la question de la définition de la recherche scientifique, évidemment, et la définition de la recherche et du développement sont des notions qui sont des notions juridiques et des notions légales parce que figurant dans le règlement, elles devront être explicitées à l'avenir pour comprendre tout simplement quel est précisément le périmètre d'application du RIA en matière de recherche scientifique. Très rapidement, on peut le dire tout de suite, c'est que dès que, en gros, si je caricature et à grands traits, dès que la recherche scientifique donne lieu à une innovation qui en plus a vocation à être mise sur le marché, alors dans ces cas-là, les chercheurs pourront à nouveau être intégrés dans le champ d'application du RIA et leur pratique de recherche, leur activité de recherche sera alors concernée et objet de l'application de ces dispositions. Et puis, deuxième article qui exclut l'application du RIA aux recherches scientifiques sont l'article 2.8 qui prévoit donc que le présent règlement ne s'applique pas aux activités de recherche, d'essai et de développement relatives aux systèmes d'IA ou modèles d'IA avant leur mise sur le marché ou leur mise en service. Ça veut dire que là aussi, on exclut, mais on exclut à condition que les contraintes qui sont celles du RIA et qui sont imposées par ailleurs aux fournisseurs de systèmes d'IA ou aux déployeurs de systèmes d'IA, que ces contraintes ne soient pas appliquées aux chercheurs, mais avant la mise sur le marché ou avant la mise en service, qui suppose qu'à partir du moment où on décide d'opérer une mise en service ou une mise sur le marché, il y a lieu alors. Donc, ça veut dire que pour tous les projets qui sont des projets de recherche-développement, qui produisent de l'innovation qui ensuite doit être mise sur le marché, il faudra nécessairement, pour l'activité scientifique, donc les chercheurs, anticiper les contraintes sur l'application du RIA. Alors, il y a des limites à cette exclusion, c'est-à-dire que le champ d'application, il est restreint à tout ce qui relève d'autre chose que la recherche scientifique, mais il y a des limites. Donc, ça veut dire qu'on revient au principe qui est celui énoncé par le RIA, c'est-à-dire qui prévoit un certain nombre de contraintes, je pense que vous le savez, et qui dépendent en fait de l'activité ou qui est une régulation par les risques, comme on dit, ça je pense que vous le savez, c'est-à-dire qui envisage les règles en fonction des risques présentés par les systèmes eux-mêmes. Mais
on revient à ce principe. Dans certains cas, en effet, lorsque les essais cliniques, par exemple, on pense immédiatement à cela, mais ça ne concerne pas que le domaine de la santé, les essais sont réalisés en conditions réelles. Et lorsque les essais sont réalisés en conditions réelles, à ce moment-là, eh bien, les règles qui sont issues du RIA ont vocation à s'appliquer. Et puis, si on regarde un peu plus près les lignes directrices justement qui ont été produites par la Commission européenne en février 2025, eh bien, on s'aperçoit que pour éclairer un petit peu cette disposition légale, les lignes directrices font état d'un cas fictif, mais qui pourrait être tout à fait vraisemblable, d'une municipalité qui souhaite tester un logiciel de reconnaissance faciale à l'aide d'un système RBI dans les rues pendant le carnaval et qui recruterait des volontaires pour être identifiés par le système dans des conditions réelles. Donc, étant donné que les tests en conditions réelles ne relèvent pas de l'exclusion de l'article 2, eh bien, paragraphe 8 de la loi, les tests prévus doivent être entièrement conformes aux exigences de la loi pour les systèmes RBI, à moins que le système ne soit testé dans un bac à sable réglementaire, auquel cas là, dans les bacs à sable réglementaires, d'autres règles ont vocation à s'appliquer, comme je vais le dire eh bien, dans la diapo suivante. Parce qu'en effet, il existe d'autres limites à l'exclusion des recherches scientifiques et qui sont exprimées dans différents considérants ou articles. D'abord, le considérant 25, que je mentionnais tout à l'heure, dans le cas où les SIA seraient conçus dans le cadre d'une R&D et destinés au marché. Donc, vraiment, dans ces deux conditions, alors, à ce moment-là, ça rejoint ce que je disais à l'instant, évidemment, on revient à l'application du principe, c'est-à-dire d'encadrement par le RIA des activités scientifiques. Considérant 97, lorsque les modèles d'IA à usage général, qui sont une catégorie en fait de modèles d'IA, sont également réalisés dans le cadre d'une R&D et destinés au marché. Et puis enfin, lorsque il y a des projets qui sont réalisés dans le cadre de bacs à sable réglementaires, comme le prévoit à la fois le considérant 139 qui en traite longuement, et puis l'article 57 qui encadre en fait la pratique de ces bacs à sable réglementaires. Donc en fait, les bacs à sable réglementaires, je trouve que c'est une innovation du règlement, une innovation au sens juridique du terme, innovation légale ou juridique, comme on voudra, très intéressante parce que c'est une innovation qui permet ici eh bien, de tester la réglementation elle-même, c'est-à-dire d'éprouver finalement la réglementation, et ce qui est assez ingénieux et je trouve assez pertinent dans ce domaine, puisqu'on sait que ce qu'on dit aujourd'hui ne sera certainement plus valable demain. Et donc, c'est très intéressant de permettre à ce que certains projets, donc généralement ce sont des projets financés par les États de l'Union européenne, donc, et qui permettent de rassembler autour d'un projet. Il y a déjà eu un appel à projet il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans sur ce sujet-là. Ça permet de rassembler différents acteurs dans un bassin de recherche. Quand je dis bassin de recherche, ça veut dire qui peut faire intervenir ou en tout cas fédérer les universités, les organismes de recherche, bien sûr, mais aussi la société civile, mais aussi les collectivités territoriales, etc., pour tester des solutions à la fois sur le plan technique, mais aussi sur le plan réglementaire. Donc ça, ce sont des choses. Et donc, nécessairement, comme c'est un contexte un petit peu particulier et que c'est une innovation, eh bien, il y a des règles particulières qui encadrent la production de ce type de projet. Voilà pour ce qui concerne le RIA. Comme on le voit, ou comme on ne le voit pas d'ailleurs, parce que ça n'est pas indiqué sur ma diapositive, mais vous voyez que en fait, ça ne dit pas grand-chose en réalité de ce qu'il faut faire. Et même si le RIA a vocation à s'appliquer aux activités de recherche scientifique, ce qui peut être le cas, comme je viens de l'indiquer, dans toutes les hypothèses que j'ai mentionnées, eh bien, le RIA ne dit pas davantage, en réalité, sur la question du traitement, de la gouvernance des données, ne dit pas davantage sur la manière. Alors, sur la gouvernance des données, il y a quand même un paragraphe entier qui concerne quand même les SIA à usage général, donc ça c'est important de le souligner, mais qui ne dit pas davantage, en tout cas, de la gouvernance des données dans le domaine de la recherche scientifique. Voilà. Donc, en réalité, eh bien, la question de la gouvernance des données de la recherche scientifique n'est pas traitée par le RIA. Or, en fait, ce dont on parle depuis tout à l'heure et depuis ce matin, et en général, quand on aborde les questions de pratique de recherche scientifique, c'est la question de la gouvernance des données, c'est-à-dire, alors, des données, c'est un peu réducteur, comme je le disais tout à l'heure,
En réalité, ce sont les données, mais bien au-delà, les résultats de la recherche scientifique en général. Et quand on parle de gouvernance, il faut évidemment s'interroger sur ce terme de gouvernance qui est un terme d'origine anglo-saxonne et donc qui, quand on l'importe dans le vocabulaire juridique français ou dans le vocabulaire français d'une manière générale, pose quelques questions sémantiques. Gouvernance, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme importé. C'est un terme importé qui renvoie à deux réalités qui ont été décrites dans différents articles. Ce ne sont pas les seuls ici à devoir être mentionnés, mais la réalité, d'abord, la première, c'est la question du gouvernement. En France, en tout cas dans le langage, dans le vocabulaire français, on connaît la notion de gouvernement au sens de encadrement, c'est-à-dire quelles sont les règles qui s'appliquent à une situation donnée. Et puis, gouvernance, c'est là que ça devient intéressant, ça renvoie aussi à une notion de gestion. Et souvent, on confond les deux, c'est-à-dire qu'on confond la question de la gestion et du droit. Même si les deux questions sont éminemment et intimement liées, forcément, eh bien, ce sont quand même deux choses différentes. Et souvent, moi, quand on m'interpelle, on me dit, mais est-ce que tu pourrais parler de la gestion des données? Je dis oui, mais pas que, parce qu'en fait, la gestion, ce n'est pas moi qui gère les données des laboratoires. Donc, je peux dire peut-être, et encore moins bien que certains, même d'entre vous, quelles sont les normes, en effet, qui régulent la question de la gestion des données, mais en tout cas, ça n'est pas du droit. Voilà. Mais c'est pas parce que ça n'est pas du droit écrit et que ça ne fait pas l'objet de l'adoption d'un règlement, d'une loi ou autre, que pour autant, ça n'est pas de la norme. Et en réalité, eh bien, c'est ça qui caractérise l'activité scientifique, et c'est pour ça que c'est passionnant, c'est qu'en réalité, en tout cas pour un juriste, c'est qu'en réalité, la normativité en fait des activités scientifiques, elle provient d'ailleurs que dans les textes. Elle provient des codes de déontologie, qui sont quand même des textes, mais elle provient aussi surtout des normes et usages de la communauté ou des communautés scientifiques, parce qu'évidemment, les normes et usages des communautés ne sont pas les mêmes d'une discipline à l'autre. Donc en plus, ça renvoie à une réalité qui est d'une grande complexité, avec évidemment, pour terminer, la question du consensus. Qu'est-ce qui fait consensus dans l'adoption d'une norme méthodologique? La crise sanitaire a montré au grand public à quel point la question de la méthodologie était une question elle-même controversée. Eh bien, du coup, ça pose la question d'alors qu'est-ce qui fait consensus dans une discipline ou dans une autre? Alors, on va quand même traiter un petit peu de la question de la gouvernance en disant que, et ça permet, pourquoi j'en parle maintenant? Parce que ça permet aussi de réfléchir aux questions, évidemment, de l'intelligence artificielle. Si j'en parle là maintenant, c'est justement parce que comment dire, l'utilisation des SIA, que ce soit comme résultat ou que ce soit comme outil de la recherche, eh bien, renvoie nécessairement à la question de la gestion et de l'encadrement des données de la recherche. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, avec les textes légaux, alors là, je m'appuie sur le texte français, bien sûr, du Code de la recherche, qui est issu de la loi de programmation pour la recherche de 2020, et qui prévoit, c'est l'article L211.2, qui prévoit tout simplement que les travaux de recherche doivent répondre aux exigences de l'intégrité scientifique qui vise à garantir le caractère honnête et scientifiquement rigoureux, à consolider le lien de confiance avec la société. Et compte tenu de ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est vrai que cette petite partie de la phrase, elle fait sens. C'est l'objectif. Et s'il y a quelque chose à retenir, à mon avis, c'est le sens de cette disposition, parce que c'est le sens, en effet, de l'intégrité scientifique, et en tout cas du principe d'intégrité scientifique, eh bien, c'est que ça doit rétablir, s'il devait être rétabli, ou en tout cas assurer, consolider le lien de confiance avec la société. Et ça, c'est l'objectif. Si on commence à être complaisant vis-à-vis d'un certain nombre de pratiques, eh ben, on n'est pas sûr de pouvoir remplir cet objectif. Si on a cet objectif en tête, alors on doit pouvoir normalement s'auto-réguler, puisque, comme je viens de le dire, les communautés scientifiques s'auto-régulent. Voilà. Mais c'est cet objectif qu'il faut avoir en tête absolument. Les textes déontologiques, quant à eux, donc ça c'était pour la loi, les textes déontologiques, c'est toujours pareil, le code de conduite pour la recherche, j'aurais pu en citer bien d'autres, parce qu'il y en a d'autres, mais je préfère m'appuyer sur celui-ci que je trouve, comme je le disais tout à l'heure, le plus complet. Eh bien, prévoit un certain nombre de principes, mais que vous devez déjà connaître, je pense, fiabilité, honnêteté, respect, responsabilité, et qui sont les fondements, les piliers du principe d'intégrité scientifique, donc tel que prévu par le Code.
Et puis, la question de la gouvernance des données, ça n'est pas que la fiabilité et la robustesse, c'est aussi la question de l'infrastructure, c'est aussi la question de la conservation, c'est aussi la question de l'archivage des données. Et là, eh bien, il est à noter que la loi de programmation pour la recherche de 2020 a été la première à mettre à la charge des établissements publics de recherche une obligation de conservation des données. Ça n'avait jamais été dit auparavant. On trouve l'équivalent, hein, bien sûr, dans le Code de l'éducation, mais en tout cas, voilà, ça n'avait jamais été posé comme tel auparavant. Donc, ça veut dire qu'on a, à mon avis, en termes de gouvernance des données et de gouvernance des activités de la recherche, un certain retard, à mon avis, à rattraper, et qu'on est en train de rattraper progressivement avec les réflexions en particulier sur l'intégrité scientifique. Mais ça veut dire qu'on commence seulement, alors en 2020 pour ce qui concerne le législateur, mais en réalité, ce sont des questions qui sont antérieures pour les chercheurs, fort heureusement, et dans certaines disciplines, bien sûr. Mais en fait, en réalité, c'est d'abord par là que ça commence, c'est-à-dire assurer la conservation des données, ça veut dire en assurer la traçabilité, et donc ça veut dire potentiellement en assurer l'accès. Je dis potentiellement parce que l'accès, bien sûr, il va être conditionné, il sera nécessairement conditionné par les licences qui seront accordées sur chaque jeu de données entreposé quelque part dans une infrastructure de recherche. Mais il est intéressant de noter, encore une fois, je répète, que les établissements sont aujourd'hui tenus d'assurer. Ce qui pose évidemment, mais là je sors un petit peu du propos juridique, mais ce qui pose évidemment la question du financement de la recherche. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on finance et qu'est-ce qu'on finance de manière pérenne. Et la clé du financement pérenne de la recherche passe par du financement du stockage des données, indéniablement. Ça, c'est mon avis personnel. Voilà. Je le dis dans mon ouvrage, dans mes articles, mais c'est voilà, c'est quelque chose, à mon avis, de très de crucial. Et puis, on trouve, donc ça, c'était pour la loi française, et on trouve des règles tout à fait similaires dans les textes déontologiques et toujours dans le Code de conduite européen, qui prévoit que les chercheurs, institutions scientifiques et les établissements assurant une mission de recherche assurent de façon adéquate la gestion, la conservation et la préservation sécurisée. Je ne vais pas m'étendre sur la question de la cybersécurité ou de la sécurité des données, parce qu'il y aurait beaucoup à dire, mais là aussi, il y a du travail, un travail monumental à accomplir aujourd'hui pour assurer la protection et la sécurité des données de la recherche scientifique, à mon avis. Et puis, ce que dit également le Code de conduite à cet égard, c'est que les chercheurs, institutions et organismes de recherche reconnaissent que les données, métadonnées, protocoles, codes logiciels et autres matériels de recherche sont des produits légitimes de la recherche. C'est-à-dire qu'en fait, c'est intéressant ce petit bout d'article 2.5, c'est que ça vient dire qu'on peut assumer la responsabilité des données qu'on est en train de traiter et des données qu'on va publier, soit via un data paper, soit en accompagnement de la publication scientifique directement. C'est-à-dire qu'on peut en assumer la responsabilité. Ils sont légitimes, ça veut dire dans l'esprit du code, ça veut dire qu'on peut les assumer. Voilà. Et que ce sont des données qui méritent d'être donc publiées. Très rapidement, ça veut dire la gouvernance, ça veut dire évidemment, mais ça je passe rapidement, ça veut dire l'éthique par conception. On en a, ça a été évoqué ce matin, l'éthique by design, pardon, et qui en fait, eh bien, permet d'assurer un certain nombre de choses, donc avec les infrastructures de données, les archives ouvertes, le design des données avec évidemment le mode FAIR, etc. Et puis, ça peut passer par des guides, ça peut passer par des logigrammes, bref, par tout un tas d'outils qui permettent d'assurer cette. Et puis enfin, sur le droit des données de la recherche, mais j'irai très rapidement, bien sûr, parce que tout ça, c'est quelque chose que vous pourrez retrouver notamment dans certaines références. C'est le principe général. Pourquoi est-ce qu'il faut parler de ça? Parce qu'en fait, c'est ici l'application des principes de science ouverte. Quand on parle du droit des données de la recherche, c'est pas que le droit de la science ouverte, c'est pas que ça, mais c'est aussi finalement la manière dont on encadre l'ouverture des données, donc avec un principe d'articulation qu'on connaît bien maintenant, aussi ouvert que possible. Et moi, je dis toujours pas plus fermé que nécessaire. C'est une nuance que j'apporte au principe lui-même, avec les textes qui sont à l'origine de ce principe. Et puis, avec la définition des données de la recherche, qui est celle de la directive de 2019, et le régime juridique aussi qui s'applique aux données de la recherche, c'est-à-dire, et qui est prévu par l'article 10 de la directive de 2019, qui prévoit que les données doivent être ouvertes, en effet, dès lors qu'elles sont financées par des fonds publics.
Et puis, enfin, le Code de la recherche, article 112-1, prévoit aussi ce principe de l'organisation de l'accès libre aux données scientifiques, avec néanmoins des exceptions à ce principe lorsque un certain nombre d'intérêts sont légitimement protégés et on les considère comme tels, et qui sont, par exemple, les secrets, les droits de propriété intellectuelle, la protection de la biodiversité, les essais cliniques, les données personnelles, parce qu'en effet, il y a des intérêts à protéger. Et ça, c'est ce qui fait eh bien, qu'on peut aussi là, estimer que l'on respecte le principe d'intégrité scientifique, c'est qu'on respecte en réalité les textes en fait, de loi qui s'appliquent en matière de données en particulier ou de publication par ailleurs. Et parmi les secrets, j'aime bien en lister quelques-uns parce qu'on ne les a pas forcément tous en tête, même si la liste n'est pas, même si la liste n'est pas complète, il y a quand même les principaux, le secret statistique, secret d'affaires, défense nationale, les différents secrets professionnels, etc. Et puis enfin, et pour terminer, petit instant de promotion parce que je reprendrai l'image qu'a diffusée un éditeur belge qui n'est pas dénué d'humour, qui répondait à une publicité d'IKEA qui vantait le fait que, eh bien, on n'est pas toujours obligé d'offrir un livre. Eh bien, l'éditeur belge, agacé par la publicité d'IKEA, a répondu de la manière suivante en disant, mais pourquoi toujours parce qu'il ne faut pas 5 heures de montage et 6 crises de nerfs pour commencer à profiter d'un livre. Alors, je ne suis pas certaine que ce soit vrai concernant mon livre, parce qu'en réalité, peut-être que ça génère de la crise de nerfs, mais en tout cas, je me permets d'en faire quand même la publicité si jamais vous avez des questions et que vous souhaitez approfondir les questions d'application de droit des données de la recherche. Je vous remercie. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. Yann Mahé, My Soundswork et GF2I. Est-ce que est-ce que vous abordez dans votre ouvrage la question de l'entraînement des modèles, notamment commerciaux, basés sur des jeux de données ou des données tout court issues de la recherche publique? Enfin, je veux dire la science ouverte. Alors, non. Tout simplement parce que je n'ai pas abordé, je n'ai pas fait de l'intelligence artificielle un des axes tout simplement de l'ouvrage. C'est dommage, vous allez me dire, mais ça veut dire qu'il faut appeler l'éditeur et pour lui demander de faire une seconde version de l'ouvrage. Je ne suis pas sûre qu'il en soit convaincu, mais on va essayer. En tout cas, pour répondre à votre question, et ça me permet justement d'apporter des éléments que je n'ai pas eu le temps d'indiquer là pendant ma présentation. Ça permet de réfléchir en fait à quoi? Ça permet de réfléchir à la fois à quel système d'intelligence artificielle, et en fait c'est tout ça qu'il va falloir préciser dans les années qui vont venir, parce que là on parle de manière très 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 générale des systèmes d'intelligence artificielle, il y en a, comme ça a été souligné d'ailleurs et dit ce matin, il y en a beaucoup et ils sont tous très différents en réalité. Donc on va progressivement affiner les choses et pour nous les juristes, ça sera très important de pouvoir affiner effectivement les différentes techniques ou technologies utilisées. Donc, ça veut dire quel système d'intelligence, de quoi parle-t-on, de quel système d'intelligence artificielle on va parler à l'avenir pour répondre en partie d'abord à votre... Et puis surtout, quelles données? Est-ce que quand on dit qu'il faut appliquer le principe d'intégrité scientifique, évidemment, le principe, il vaut quelles que soient finalement les données ou les SIA qu'on utilise. Mais il va falloir à un moment donné aussi se poser la question de savoir si je veux faire de la recherche scientifique, est-ce que je veux m'appuyer sur les données qui sont les données des SIA à usage ou des modèles d'intelligence artificielle à usage général pour produire de la recherche scientifique? Est-ce qu'il n'y a pas des moyens qui permettraient justement de construire des systèmes d'intelligence artificielle qui permettraient de produire de la recherche ou en tout cas d'être utilisés pour produire de la recherche et qui sont dédiés à ça? Mais en même temps, ça enlève une partie de la recherche scientifique parce que bien évidemment, il est très intéressant pour les chercheurs d'aller chercher des données qui ont été collectées par ces modèles en particulier ou ces systèmes. Et donc, mais ça veut dire que l'objectif scientifique n'est alors pas le même. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait la même chose de travailler à partir de données qu'on a fait entrer dans le système et des données qu'on n'a pas soi-même fait entrer et des données qui, effectivement, sont produites par d'autres et dont on ne peut pas lire, évidemment, qu'on ne peut pas lire, tout simplement. C'est-à-dire avec quand même des systèmes qui sont produits, ça a suffisamment été dit, par des entreprises privées et qui constituent effectivement des boîtes noires.
Est-ce que les chercheurs souhaitent pouvoir s'appuyer là-dessus? Je pense que vous avez tous ou toutes fait l'expérience des risques que ça génère. Ça a été largement et suffisamment souligné aujourd'hui, mais en termes d'hallucination, d'absence de justesse des résultats, d'approximation, etc., etc. Merci beaucoup. Je propose que... Est-ce qu'il y a une autre dernière petite question éventuellement? Non, on n'est pas tout à fait en avant, donc je propose que... Merci beaucoup Agnès Robin.